Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel entretien. Je retrouve encore une fois Philippe Murer. Philippe, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, auteur et économiste, avec notamment son dernier livre, Sortir du capitalisme, du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Philippe, nous avons assisté à une surprise lors des législatives dimanche avec une percée du RN et surtout que Macron n'a pas réussi finalement à avoir une majorité pleine. Quel est ton regard sur ce résultat? Finalement, les Français, ils voulaient ni de Macron ni de Marine Le Pen. Tu te rappelles des sondages qu'il y avait. Oui, Finalement, ils ont eu Macron et Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Ils ont pris Macron et en fait, ils lui ont pas donné de majorité. Donc, ils ont eu un peu ce qu'ils voulaient. Voilà, ils ont voté tout sauf Macron un peu aux législatives, quoi. Et donc, Jupiter est tombé, quoi. Voilà, il est tombé il se croyait très, très puissant, il est tombé. Bon, c'est quand même une bonne chose, hein, parce que du coup, ça sera plus compliqué quand même de remettre des passes vaccinaux, des privatisations de liberté. Il y aura quand même beaucoup plus de gens qui vont pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale. Il n'a pas de majorité, donc ça, c'est quand même une bonne chose, moi, je trouve. Et puis le fait après, qu'il ça soit... reste, ça Ouais, reste quand même une grosse surprise de voir le RN qui n'a pas fait campagne. Marine Le Pen était complètement absente. À oui. mon avis, elle était en train de caresser ses chats. Et 89 députés, pour eux, c'est quand même un exploit. Surtout en vue. On l'a vu lors de différentes émissions régionales où les députés RN souvent se prenaient les pieds sur le tapis. On voyait qu'ils ne travaillaient pas beaucoup. Et malgré cela, bah, les Français leur font confiance. Est-ce que c'est une révolte pour toi, une révolte populaire tardive, ou alors tout simplement la peur d'une crise économique qui arrive? Bon, sur la crise économique, Marine Le Pen ne peut rien faire, hein, je veux dire. Elle pourra Mhm. juste, ça sera juste plus dur pour Macron de gouverner. Il ne pourra pas être un tyran, quoi, en fait. Il a été un tyran, vraiment, un tyran qui a pris le pouvoir de façon légale, mais qui ensuite, dans l'exercice du pouvoir, était un tyran. Il ne pourra pas être un tyran. Moi, je pense que c'est ça qu'ils ont réussi à éviter, les Français. Parce qu'il va devoir composer avec ses oppositions, il va devoir chercher du LR d'un côté, du PS et de l'Europe Écologie des Verts sur des projets, d'autres projets. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une énorme surprise que Marine Le Pen, qui en fait n'attire plus grand monde finalement, hein, puisqu'on se rappelle au régional, en fait, les Français avaient refusé de lui donner des régions. Les sondages étaient prometteurs, les gens n'avaient plus voulu se déplacer. Mais là, apparemment, tout le monde est dégoûté, plus personne ne veut se déplacer de tous les partis. Même les macronistes ne sont pas beaucoup déplacés. Oui, Ils n'ont pas fait de barrage républicain contre Marine Le Pen, parce qu'en face, ils avaient Mélenchon qui craignent tout autant, les médias ayant bien aidé aussi. Bon, enfin, de toute façon, je veux dire, ils sont aussi radicaux l'un que l'autre, et à gauche et à droite. Donc voilà, c'est une surprise. Ouais, c'est une vraie surprise, quoi, effectivement. Mm. ouais, parce que finalement, Mélenchon a eu le rôle d'Éric Zemmour lors de la présidentielle, c'est qu'il a fait rempart finalement. Il a fait oublier pendant une semaine que le RN pouvait notamment gagner plusieurs sièges. Et finalement, Mélenchon a rendu un fier service parce que non seulement il n'a pas le groupe majoritaire, donc ils ont moins de députés que le RN, et en plus il a masqué Marine Le Pen finalement qui a pu avancer tranquillement. Et les Français, bah, écoute, dans J'y ai pas un... pensé, tu vois, à ça, mais c'est quand même, c'est pas idiot. J'y ai pas pensé, et je pense que c'est possible. Parce qu'en fait, Mélenchon, il a très très bien joué son coup de dire je vais gagner et Oui, d'être un peu arrogant et je vais être Premier ministre. Sauf qu'à la fin, il est devenu trop arrogant et trop excessif, quoi, trop radical dans ses paroles, quoi. Peut-être que ça, effectivement, ça lui a fait perdre des points parce que puis les gens sentent bien en plus que Mélenchon, c'est de l'indigénisme, hein, derrière et du ouais. décolonialisme. C'est vrai que paradoxalement, Mélenchon a fait plus peur que le RN. Ouais. Justement par ses propos, on se souvient de son interview, c'était sur BFM le matin, où qu'on lui demande ce qu'il va faire lundi matin, c'est attendre un coup de fil d'Emmanuel Macron pour être nommé Premier ministre. C'est vrai que finalement, il fait plus peur que le RN, alors qu'on avait l'habitude de voir que les gens ont beaucoup plus peur, davantage peur à l'extrême droite, comme on dit, même si je ne vois pas ce qu'ils ont d'extrême D'extrême. réellement. Oui. Ils n'ont pas grand-chose.
En fait, il y a plus. De toute façon, en plus, maintenant, c'est plus l'extrême. Ça n'a jamais été vraiment l'extrême droite, sauf peut-être un peu sous le père, quoi. À une époque, quand même, avec des propos Oui, très, très limites, de l'antisémitisme, en tout cas dans les paroles, hein. Moi, tous les gens du RN me disent qu'il n'était pas du tout antisémite. Je veux bien le croire, mais dans les paroles, il avait quand même des paroles extrêmement déplacées. Bon, c'était plus un anarchiste de droite qu'autre chose, de toute manière, Jean-Marie. oui. Voilà, qui aimait s'amuser en sortant des bons mots, quitte à flinguer tout le parti pendant 2 ans parce qu'il avait sorti un mot terrible comme du rafour crématoire. Voilà. Maintenant, Marine Le Pen, elle a dédiabolisé le parti avec Florian Philippot et tous les autres de 2011 à 2017, mais en ayant plein de propositions radicales. Et là, elle l'a dédiabolisé en n'ayant plus aucune proposition. En fait, le RN, c'est un parti comme les autres, c'est comme LR, c'est comme le PS, c'est pareil, quoi. En fait, finalement, ils resteront dans l'Union européenne, ils resteront dans l'euro. Donc, il y aura tous les mêmes problèmes économiques. La différence avec Macron, c'est qu'ils disent qu'ils seront forts sur la sécurité. Donc, c'est un peu comme LR, tu vois, la différence entre Macron et LR, c'est ah oui, mais nous, on sera forts sur la sécurité et la politique pénale. Bon, c'est déjà quelque chose, mais c'est quand même qu'un petit domaine des problèmes de la France. Et puis sur le reste, c'est de dire au lieu de donner de l'argent aux riches, je donnerai de l'argent aux pauvres en endettant l'État. Je ne vais pas créer de richesse par de la production, non, parce que je vais rester dans l'Union européenne et dans les mêmes problématiques. Mais par contre, je vais donner des aides au pouvoir d'achat aux pauvres. Donc en fait, c'est un parti qui n'a rien d'intéressant à dire, quoi, sur le fond. C'est vrai que si on demande à quelqu'un quelle est la ligne politique ou quel est le projet politique du RN, personnellement, je suis incapable de dire ce qu'ils veulent faire. Alors, il dira sur l'immigration, voilà. Mais même sur Oui, l'immigration, sachant qu'ils ne veulent plus retrouver les frontières de la France, ils veulent rester dans Schengen, ils veulent rester sous les cours de justice qui nous empêchent d'expulser les clandestins, ils veulent rester dans les lois, les directives européennes sur l'immigration qui nous contraignent aussi à continuer ces flux d'immigration qui n'en finissent plus. Donc en fait, finalement, ils ne peuvent pas agir sur la chose, quoi. Ils auront beau faire un référendum, les Français feront un référendum, il n'empêche que les lois européennes, elles sont là et tant qu'on n'en est pas sorti, on ne peut rien faire, quoi. et puis je crois moyennement un référendum lancé par le RN sur une sortie de l'Union européenne. Ça, il faut le dire aux gens, ils ne sortiront jamais de l'Union européenne. Non. De toute façon, ils n'ont plus les ressources intellectuelles pour le faire. Oui, C'est pas Sébastien Chenu, qui est un politicard de deuxième zone, qui est maintenant le numéro 2 du RN, quoi, en fait, qui était quelqu'un qui traînait dans les bas-fonds des Républicains, hein, et qui a été pris, et finalement qui est devenu une star. Il n'a aucun fond. Il ne parle, regardez Sébastien Chenu, il ne parle jamais d'idées, jamais de projet pour la France. Il parle toujours à cancaner sur tel, sur Macron, sur la NUPES, voilà, pratiquement, c'est que ça son truc. Donc effectivement, il n'y a plus de projet, il n'y a plus les hommes pour sortir de l'Union européenne. En plus, Marine Le Pen est quelqu'un qui n'est pas très courageuse, elle est un peu peureuse sur ce genre de choses. Et donc, ils ne pourront pas le faire, ils ne le feront pas. Non, ils feront éventuellement un référendum sur l'immigration s'ils arrivaient au pouvoir, mais ça s'arrêterait là, puisque de toute manière, ils se retrouveraient coincés par l'Union européenne. Et puis, n'oublions pas le truc le plus important, c'est que tant qu'on est dans l'euro et que c'est l'Union européenne qui gère notre monnaie, c'est comme une personne qui est sous tutelle au niveau de l'argent. Ce n'est pas elle qui gère son argent. Donc, évidemment qu'elle n'est pas libre, quoi. Donc, tu as raison, le référendum sur l'Union européenne, ils ne le feront même pas. D'ailleurs, ils ne le proposent pas, ce n'est pas dans le programme. Il faudrait que les Français se réveillent parce qu'ils ont l'impression que le RN sortirait de l'Union européenne, ce qui n'est plus du tout le cas. oui, parce le problème, c'est le ressenti des Français. Ils ont l'impression que le RN est un vrai parti national, alors que finalement, c'est un parti comme les autres. Certes, qui a une étiquette collée de extrême droite, mais sincèrement, quand on les écoute ou quand on lit leur programme ou leur soi-disant programme, il n'y a pas de grande différence avec les autres finalement. C'est un parti de droite, libéral, européiste, classique. Il n'y a, Oui. il n'y a pas une grande nouveauté. Après, pour Marine, c'est comme une revanche parce que on l'a donnée perdante. Elle qui disait qu'elle voulait arrêter, enfin qu'elle n'allait pas justement essayer de faire une troisième campagne présidentielle, C'est vrai. avec finalement une telle victoire, parce que c'est une victoire, quoi qu'on en dise pour eux, ça va être compliqué pour elle de refuser d'y aller pour un troisième mandat. C'est possible, ouais, c'est possible. Et là, on voit le fond du problème des Français là, c'est vraiment quelque chose dont je veux parler. Finalement, le RN de 2011 à 2017 a été très clair. On sort de l'Union européenne, on veut la souveraineté nationale pour agir, avoir les manettes du pouvoir réel de la France et pouvoir tout changer, notamment les problèmes d'immigration et les problèmes économiques.
Et fondamentalement, ils ont complètement trahi les Français en disant « Ah ben non, on disait que c'était nécessaire pour tout faire, maintenant on dit que ce n'est pas nécessaire et on reste dans l'Union européenne. » Ils ont trahi les Français et les Français ont été très cons parce qu'ils ont accepté d'être trahis. Ils ont accepté de voter pour des traîtres, pour des gens qui trahissent et qui mentent sur leurs idées. Or, qu'est-ce qui se passe? Les Français reprochent aux politiciens d'être opportunistes et de les trahir, mais finalement, ils votent pour ces gens-là. Voilà. Moi, personnellement, je suis profondément choqué par l'attitude des Français. J'étais au RN pendant la période 2014-2017, quand on défendait la souveraineté nationale. C'était enthousiasmant. On avait plein de gens qui venaient vers nous, de droite, de gauche, et on avait un débat public de grande qualité sur les vrais sujets en France. Et puis, quand on a abandonné la souveraineté nationale, le RN l'a abandonné, moi j'ai dit, je pars, je ne vais pas mentir aux Français, je ne vais pas trahir les Français. Qu'ont fait les Français, finalement? Tous les partis souverainistes sont cassés la gueule, et ils ont dit, on s'en fout, vous avez laissé tomber votre gagne-pain, parce que moi j'avais un gagne-pain quand j'étais au RN, vous avez pris des risques pour ne pas nous trahir, mais nous on vote pour les autres. Et donc là, il y a un vrai problème, quoi. Les Français ne s'en sortiront jamais s'ils continuent comme ça. C'est vrai que ce qui est dramatique en plus, c'est que c'est un parti qui ne travaille pas. Et malgré cela, les Français leur font confiance. Alors après, en connaître la raison, c'est très compliqué, parce que les Français sont quand même très compliqués à cerner, parce qu'ils votent comme dans une majorité pour Macron à la présidentielle. Ensuite, ils retournent un petit peu leur veste en mettant 89 députés RN. Ils sont sincèrement compliqués à comprendre, parce qu'ils se plaignent d'être trahis. En même temps, ils me font un peu rire. Ça fait 30 ans que toute la classe politique les trahit, donc il faudrait peut-être se réveiller un jour à l'autre. Finalement, on se rend compte que le réveil n'arrive jamais. Si on prend pour les souverainistes, il n'y a que Dupont-Aignan qui a réussi à rempiler pour un autre mandat. Ouais. Franchement, pour nous, pour le camp souverainiste, c'est comme et surtout que le RN va quand même nous faire de l'ombre. Ils nous ont toujours fait énormément d'ombre, mais là, avec 89 députés, ça va être compliqué pour nous de trouver une parole. Ils ont beaucoup de parole. Ils ont beaucoup de parole. Mais tu te rends compte, on a 30 ou 40% de gens qui veulent carrément sortir de l'Union européenne, qui sont des vrais souverainistes en France. Et en fait, ils votent à 95% pour Marine Le Pen, qui n'est plus souverainiste. Elle le dit clairement, on reste dans l'Union européenne et dans l'euro, et ils votent qu'à 5% pour leurs idées, c'est-à-dire Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, Génération Frexit, etc. Et qui sont en plus alliés pour faire une alternative, à l'exception d'Asselineau qui a refusé. Ils sont alliés, les autres, pour que le camp soit plus éclaté. Et donc, les gens ne votent pas pour leurs idées. Et ça, c'est le drame. Et tant qu'ils feront ça, les Français souffriront de folie. Et ça va être vraiment de pire en pire, parce que moi, je pense qu'on a un effondrement qui arrive de la France à tous les niveaux, mais économique, sécuritaire, tous les niveaux, institutionnels. Et moi, je te donne une anecdote. J'ai une amie qui tient un bureau de vote dans le sud de la France, et elle m'a dit, j'ai discuté avec un Algérien pendant que je fumais une cigarette à côté du bureau de vote, et puis il me disait oui, il faut absolument sortir de l'Union européenne parce que sinon on ne peut rien faire, il faut notre souveraineté, il faut que la France redevienne la France. Puis elle lui dit, et tu votes pour qui? Et il lui dit, je vote pour le RN, il faut que tout change. Elle lui dit, mais le RN n'est plus souverainiste, donc en fait tu votes plus pour tes idées. Et le type était comme un con parce qu'en fait il n'avait rien à dire. Voilà, c'est étrange, il y a une forme d'inconséquence totale dans le vote des Français, incroyable. Est-ce que tu ne penses pas que justement, moi je pense qu'il y a le phénomène que comme le RN, c'est finalement le seul gros parti national qui passe le plus dans les médias, donc à force de les voir, les gens s'auto-persuadent qu'ils travaillent pour eux ou que seul l'intérêt national, donc sortir de l'Union européenne prédomine chez le RN, alors que dans les faits, ça ne prédomine plus du tout. En tout cas, ça l'était avec Florian, c'est lui qui avait amené cette ligne souverainiste. Ça ne l'est plus. Sincèrement, c'est très particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un vote par dépit? Ils disent, mais bon, votez pour les autres. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand je discute sur les réseaux, où on me dit, oui, mais vous ne pouvez pas gagner. Du coup, seul le RN, parce que c'est un parti qui est plus ancien, parce qu'il passe plus dans les grands médias. Donc finalement, est-ce que c'est pas un vote par dépit? On va voter pour celui qui a une réelle chance. C'est autoréalisateur, Puisque j'ai décidé qu'ils ne pouvaient pas gagner, je vais voter pour eux. Alors c'est vrai que là, ça met le doigt sur la situation là où elle est terrible pour les Français. Les Français, en fait, à force de faire des bêtises
se retrouve dans une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a Macron qui va gouverner probablement avec LR. Derrière, on a deux faux partis d'opposition au carton-pâte que sont la France Insoumise et le Rassemblement National, qui, si jamais les Français mettaient, comme ils le disent, il faut tout changer et vite parce que je souffre trop, eh bien, s'ils mettent le RN au pouvoir, il ne se passera rien, ça sera la catastrophe, ça continuera. Donc, il y aura 5 ans de plus, donc on est parti pour 10 ans de galère si c'est comme ça. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte que, voilà, ils font leur propre malheur. Mais là, je crois que les Français sont vraiment responsables aussi de leur propre malheur, quoi. Ils se font trahir, mais quand ils se font trahir, ils ne disent pas non. Tu vois, je vais te donner un exemple pour finir. Les Anglais, quand la classe politique conservatrice, donc qui avait porté le Brexit, hein, d'une certaine manière, ne voulait pas le mettre en place avec Theresa May, qui tergiversait, etc. Oui, mais non. Donc, elle n'avait pas le courage d'aller au bout du Brexit, en trouvant bien sûr tout un tas d'explications. Oui, mais c'est trop dur. Oui, mais on n'y arrive pas. Eh bien, qu'ont fait les Anglais? Ils ont dit, OK, vous foutez de nous, vous nous trahissez, on vous met à 9% pour les élections européennes. Il faut se rappeler qu'ils étaient à 9-10%. Ils ont fait le pire score de leur vie. Pendant que Nigel Farage, qui avait gardé ses idées, l'équivalent de Florian Philippot et de Nicolas Dupont-Aignan, lui avait fait 40%. Et donc, les Anglais avaient envoyé un signal très très clair aux conservateurs. Si vous continuez, vous ne faites pas le Brexit, c'est simple, on vous met à, grosso modo, il n'y a plus de députés conservateurs la prochaine fois aux élections. Et là, les députés conservateurs ont écouté, ont mis Boris Johnson et ont fait le Brexit. Vous voyez, mais si les électeurs ne veulent pas se faire respecter, ils ne seront pas respectés, quoi. Est-ce que le constat n'est pas non plus. On ne peut pas dire que les Anglais, que le peuple anglais est plus intelligent et plus intéressé par leur avenir que le peuple français finalement? Plus cohérent, quoi, en tout cas. Oui. Il est plus cohérent dans ses votes. Et donc, du coup, ça fait quand même une grosse différence, quoi. Ça fait une grosse Oui, parce que si les Français, en tout cas, voteraient vraiment pour leurs idées, on aurait quasiment déjà un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. De toute façon, Marine Le Pen, si elle était restée sur la souveraineté nationale avec de façon intelligente, hein, pas forcément dire Frexit, dire bah, c'est vous qui allez choisir. Vous n'allez pas avoir peur puisque c'est les Français qui vont choisir. Référendum sur l'Union européenne. Donc tous les gens qui sont pour en réfléchir, on va négocier avec l'Union européenne, on fera un référendum en disant on reste ou on ne reste pas selon ce qu'on a obtenu et si c'est suffisant pour gérer les problèmes d'immigration et d'économie. Donc ça, c'était une très bonne solution et je pense qu'elle aurait gagné quoi, cette fois-ci. Ou alors, elle aurait été à un cheveu de gagner en 2022. Elle aurait eu 51-49, voire elle aurait gagné face à un Macron. Là, en fait, elle n'avait rien à dire, mais c'est juste par la détestation de Macron qu'elle a réussi à faire 42%. Elle n'a même pas progressé de 2017 à 2022. En fait, le sondage du deuxième tour, c'était 41% avant le débat catastrophique de Marine Le Pen. Elle a fait 41 et quelques pourcents au deuxième tour de 2022. Donc, il y a zéro progrès, zéro espoir avec ce parti. Zéro. D'ailleurs, quand on regarde tous les chiffres, finalement, personne n'a fait des... Il y a de moins en moins de gens, il y a encore moins de gens qui votent si on compare aux précédentes élections. Et surtout, si on regarde les chiffres, Mélenchon, avec tous les autres partis de gauche, il fait autant, voire moins que Mélenchon tout seul. Oui. Le RN, bon, à part là, ils font une perte. Mais finalement, tous les partis ne font pas mieux, ils font même moins bien. Et en plus, les gens se déplacent de moins en moins pour aller voter. Sincèrement, le bilan démocratique français, il est quand même catastrophique. Ah, totalement catastrophique. Ouais. Ah oui, complètement catastrophique. Et va savoir pourquoi les gens s'abstiennent et ne vont pas voter pour des petits partis qui les représentent. Quoi. Vraiment... Oui, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Après, est-ce que nous, on a un discours qui leur parle suffisamment? Bah, on essaye. Hein. Moi, je trouvais que, tu vois, par exemple, le discours de Nicolas Dupont-Aignan, il était très bon hein, pendant la présidentielle. Moi, clairement, je trouvais que c'était le meilleur discours, le plus intéressant et le plus intelligent. Quoi. Par contre, tu me permettras de dire qu'il a eu un discours, il faut être honnête, intelligent, mais un peu vers la fin. En gros, quand Florian est arrivé pour faire l'union avec Jean Frexit, c'est là où il a commencé sa vraie campagne. Au tout début, on ne l'a pas trop entendu, il avance un petit peu masqué. Et je crois qu'il n'était pas invité aussi. Hein. C'est vrai. Il n'était pas invité. Après, c'est vrai que là, il a tout clarifié, c'était clair, c'était net. Peut-être qu'il faudrait parler aussi plus d'écologie, parce que ça, c'est le bilan. C'est un autre truc important, c'est qu'en fait, le RN n'arrive pas du tout chez les jeunes à percer. Avant, il était fort chez les jeunes, et là, il est faible chez les jeunes. En fait,
on a vu les jeunes, les 18-25 ans, 70% des 18-25 ans n'ont pas été votés. C'est énorme. C'est énorme. Et ceux qui sont allés voter pour Mélenchon, très clairement. Oui. Et le RN est très faible chez les 18, même jusqu'à 30-35 ans. Et en fait, parce qu'il n'y a pas de discours clair sur l'écologie, enfin, le problème n'est pas une question de discours, il n'y a pas de proposition claire sur l'écologie. Il faut comprendre, faut que les Français comprennent qu'en politique, on s'en fout du discours. Ce qui importe, c'est les preuves. Oui. Les preuves, c'est-à-dire les propositions. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que sinon, dire « moi j'adore les paysans, je suis extrêmement triste de ce qui se passe pour eux », oui, mais tout le monde peut le faire. Et en fait, on se fout de votre gueule quand on fait ça. Quand on se contente de décrire les problèmes en disant il y a un problème avec les paysans qui n'ont pas assez d'argent pour vivre et que c'est un scandale alors qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils nous nourrissent, oui. Mais quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit politiquement. Rien dit. Vous l'avez dit quand vous avez dit quelque chose quand vous avez fait des propositions et des propositions qui sont possibles, quoi. Voilà, qui sont possibles. Le RN, par exemple, se fout de votre gueule en disant oui, on va faire des marchés réservés pour l'agriculture française, qui est complètement impossible de l'Union européenne. C'est comme ça. Interdit. C'est interdit. Interdit, complètement interdit. Et c'est où les cantines publiques seront uniquement par des agriculteurs français, c'est pas possible. D'ailleurs, ça serait le cas de plus longtemps sinon. Et en fait, là où on peut repérer que les gens vous trahissent, c'est de deux manières. C'est quand ils vous donnent des idées qui sont impossibles, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas le courage de leurs opinions. Ça, c'est la première chose, des propositions impossibles. Ou alors, quand ils changent sans arrêt de propositions et sur des aspects, on peut changer un petit peu à la marge, mais sur des aspects de fond très importants, quand on dit la souveraineté nationale, c'est essentiel, puis oh, ben, on s'en fout, en fait, on va rester dans l'Union européenne, on va négocier, et ben là, vous avez des gens qui vous trahiront tout le temps, quoi. Vraiment, c'est ça. Et il faut que les Français arrêtent d'écouter les discours, parce qu'ils adorent le discours qui fait le buzz. La nouvelle, maintenant, qui fait le buzz, ça m'insupporte, c'est Rachida Dati. Oui. Rachida Dati, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur un plateau, elle fait la concierge. C'est-à-dire, elle cancane sur « Ah, bah lui, il a fait ça, et puis il est là dans cette situation. Ah, ah, ah. » Et puis lui aussi, avec des bons mots, etc. Mais en fait, c'est une concierge de la politique. Il n'y a pas une idée qui sort de la bouche de Rachida Dati. Aucune, parce que finalement, les seules images qu'on voit d'elle, c'est soit lors du conseil à Paris, où elle vanne pendant le conseil, c'est voilà. sur TF1 où elle se prend, où elle s'engueule avec Autain, c'était lors du premier tour des régionales, des législatives. Oui, finalement, à part faire du buzz, mais la vie politique française, c'est quoi? C'est que du buzz. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de fond. On ne parle pas de fond. Jamais, à aucun moment. Et en plus, tu as plein de gens, tu as un certain nombre de gens, pas tous, qui se laissent prendre et qui adorent ça. Maintenant, Dati, c'est devenu l'idole des réseaux sociaux parce qu'elle fait la concierge et elle envoie des bonnes vannes. Ok, super. C'est avec ça qu'on va diriger la France, quoi, tu vois. Donc, non. Parce que si, c'est bien, hein, les gens qui ont en plus beaucoup d'humour, qui envoient des bonnes vannes, mais au moins qu'ils aient aussi des propositions. Or, quand c'est juste des vannes à longueur de journée, ça veut dire que c'est le vide derrière, le vide intégral. Pour revenir sur les jeunes, parce que toutes les études d'opinion ont montré que les jeunes voulaient entendre un véritable discours écologique et ne votent principalement que pour ça. C'est vrai que nous, on a peut-être été un petit peu pauvres pendant cette campagne sur les questions écologiques. Moi, après, on n'a pas eu la chance d'être invité dans les grands médias. Florian, finalement, très peu. On l'a très peu vu. À la télévision, du Poignant, pareil. Est-ce que répéter toujours les mêmes phrases ou les mêmes mots ne nous laisse pas dans une impasse finalement? Parce qu'il y a des sujets, on pourrait peut-être plus en parler. Il faut forcer le discours, quoi, en fait. Ils auront peu de questions sur l'écologie. À mon avis, ce qui serait une bonne chose pour les souverainistes, c'est de dire, OK, maintenant on force le discours. C'est-à-dire que même si on n'a pas la question sur l'écologie, on répond à l'intérieur. On répond à l'intérieur sur l'écologie. Et si on se fait interrompre, on explique que quand même c'est un sujet majeur, donc on a envie d'en parler aux Français, qu'on n'est jamais interrogé dessus, qu'on a un programme très fort, et avec un discours et des propositions extrêmement claires, fortes et puissantes, que les gens retiennent. Je pense que ça, c'est fondamental. En plus, ils en ont conscience. Hein. Moi, je les connais, et tous les leaders souverainistes sont écolos, fondamentalement. Ils veulent défendre l'environnement, ils ont des idées, mais il faut qu'on les entende plus. Ah bah ça, moi je le confirme pour en avoir parlé souvent avec Florian. Il a une véritable conscience écologique et pour le coup, toutes les mesures qu'il va entreprendre sont les meilleures. Après, je pense aussi que pour les jeunes, pour ce public-là, est-ce qu'il ne faudrait pas se réinventer? C'est-à-dire que avoir des discours écologiques dans des émissions politiques, on sait que les jeunes ne regardent quasiment plus la télévision et encore moins les émissions politiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire
des sortes de petits programmes courts sur Internet, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme, où on explique les mesures par des images, par des vidéos un petit peu plus fun, des vidéos courtes de 2-3 minutes. Ah oui. D'une part, parce que l'intention des gens devant un écran est très faible, donc il faut aller vite. Et puis, il faut que ce soit fun, facile à regarder. Il ne faut pas que ce soit chiant pour les jeunes qui sont de moins en moins politisés. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement réinventer le message qu'on envoie? Ouais, je pense aussi. Mais ça, c'est une question de moyens, effectivement. Oui. C'est une question de moyens, mais effectivement, faire des petits messages de 2 minutes sur agriculture, c'est quoi nos propositions pour une agriculture biologique, énergie, c'est quoi nos propositions pour climat, CO2, etc., au niveau français. Ouais, ça serait une très bonne manière de communiquer. Mais je pense que l'un et l'autre sont complémentaires. Il faut en parler dans les émissions politiques et il faut faire des petits clips vidéo. D'ailleurs, l'un et l'autre se renforceront, en fait. Donc, ah oui, mais pour ça, je suis entièrement d'accord. Mais pour moi, il faut revite. Alors, c'est vrai que ça demande des moyens du temps. Moi, je le vois, rien que pour monter, pour déjà préparer une interview, ensuite, il faut la monter. Ça demande beaucoup de temps. Bon, moi, ça va. J'ai des moyens sommaires. Là, il faudrait faire ça beaucoup plus professionnel, beaucoup mieux monté. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment aller. Je pense que c'est une bonne stratégie pour nous. Et ça nous permettrait d'avoir un public peut-être plus jeune et de briser l'image, finalement, parce qu'on a une image de extrême droite, de toutes les bêtises qu'on peut entendre. Ça permettrait de montrer qu'on est aussi capable de parler d'autre chose que de Frexit, qu'on peut parler. Même sur l'économie, on pourrait expliquer quelques méthodes Bien sûr. Là-dessus, le croisement Oui. sur la commande publique, sur les choses comme ça, sur les produits, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des produits durables et pas des produits jetables. Enfin, il y a plein de choses. Je pense que c'est une très bonne idée. Et en fait, le mieux d'ailleurs, c'est de le faire en dessin animé, quoi, quasiment, en fait, en petite séquence animée. C'est complètement mon idée. Moi, je l'avais proposé il y a beaucoup de mois parce que j'ai pas mal d'idées pour rénover un petit peu le message. Je pense qu'il faut aussi savoir faire de la politique autrement. Je pense, c'est mon avis, mais je pense aussi que dans les 53% des gens qui n'ont pas été votés lors des législatives, je pense aussi que la manière traditionnelle de faire de la politique ne marche plus sur une grande partie des gens et qu'il faut aussi savoir. Moi, je vois bien quand je discute avec des gens politiques, au bout de 5 minutes, je les perds. Je vois dans leur regard que je les ai perdus. Oui. Après, je parle des gens qui ne sont pas politisés de base. Évidemment, quand je parle avec des confrères, des collègues patriotes, bon là, on va parler pendant 2-3 heures, ça c'est pas un problème, mais non, les gens que je peux rencontrer dans la vie de tous les jours, oui, très très vite, je vois qu'ils savent plus de quoi je parle, les références sont déjà trop hautes pour eux. Pourtant, je simplifie au maximum mon langage pour qu'ils puissent comprendre. Le but, c'est justement de les amener et pas de les saouler, mais c'est très compliqué. Donc, je pense que des programmes courts et changer notre méthode de communication pourrait nous rapporter des voix. Je pense qu'encore on fait trop de la politique. Je pense que soit on fait comme les autres, en gros, on va prendre les mêmes armes que nos ennemis et c'est un petit peu ce qu'on fait. Je pense que si on critique vraiment, qu'on est contre ce système-là, il faut aussi savoir utiliser d'autres armes. Un petit peu ce qu'avait fait un Trump lors de sa première élection où il avait pris tous les réseaux sociaux avec des vidéos. Il avait vraiment changé le mode de communication de la campagne qui avait énormément troublé les démocrates. On avait bien vu qu'il avait réussi à faire venir voter des gens qui ne votaient plus. Donc, non, mais tout à fait. Et tu sais, il y a un autre truc qui est intéressant. Par exemple, sur l'écologie, c'est des sujets assez compliqués. Il faut parler 2-3 minutes de choses compliquées pour que les gens comprennent. Et bien, ça serait beaucoup plus simple de le faire en dessin animé pour expliquer nos propositions, pour que les gens les comprennent. Ça sera en plus simple d'accès et une autre méthode. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est une excellente idée. Surtout qu'en plus, la bonne nouvelle quand même si, c'est comme une victoire pour nous, c'est qu'on a réussi à faire. Alors, faut dire aux gens, il faut faire 1% dans au moins 50 circonscriptions pour avoir le droit à de l'argent public. Ça, on a réussi à le faire. C'était quand même le défi qu'on s'était lancé dans l'Alliance souverainiste. Donc, on aura dès 2022 de l'argent public. Combien, ça, je ne sais pas, par contre. Quelques centaines de milliers d'euros, 400 000 euros, je crois. Oui, Pierre, j'ai vu Pierre qui a dit ça dans une vidéo. Moi, on m'avait parlé d'un peu moins, mais écoute, si on a 400 000 euros, c'est déjà très très bien. Et ça nous permettrait justement de financer ce type de projet. En tout cas, bon, je lance. Et pour les élections européennes, c'est vrai, c'est une excellente idée. Il faudra commencer pas trop tard, quoi, effectivement. Déjà aussi,
marteler que tout ce que les Français veulent, ou en tout cas inspirent à vouloir, tant qu'on est dans l'Union européenne, ça ne pourra jamais se réaliser. Ça, il faut que les gens comprennent bien. C'est clair. Et puis, proposer en même temps des trucs positifs, quoi. Les deux choses, quoi, effectivement. Oui, parce que c'est vrai que nous, après, il faut être honnête, enfin nous, je parle plus de vous, d'un Pierre Bourgeon, c'est vrai que on est souvent annonciateur de mauvaises nouvelles parce que forcément, il faut bien qu'on décrypte l'actualité qui n'est pas forcément très saine. Mais là où tu as raison, c'est qu'il faut aussi leur montrer que c'est un véritable projet d'avenir, quelque chose de positif. Donc, et ça, il faut le marteler. Il ne faut pas toujours être sur la défensive. Je pense que trop souvent, et ça, Pierre, il le dit souvent dans ses vidéos, et je trouve qu'il a raison, c'est qu'on est trop souvent en mode défense. Et quand vous êtes sur la défensive, finalement, vous ne faites que répondre à l'autre. Et je pense qu'il faut aussi savoir arrêter de toujours attaquer l'autre et finalement peut-être commencer à faire que proposer et expliquer aux gens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Je pense que d'être toujours sur la défensive, ça aussi, ça nous dessert. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ces formats de petites vidéos, ça serait très bien pour expliquer notre vision qui est positive, quoi. Même sur les problèmes d'immigration et de l'Union européenne, où les gens n'y comprennent rien. Tu ferais un truc, tu montrerais que sans frontières, les gens passent et donc tu peux rien contrôler, qu'avec les directives européennes, tu peux rien faire, qu'avec la Cour de justice, la Cour de justice rejetterait toutes les demandes d'asile. Enfin voilà. Et puis ton projet derrière, quoi. Voilà. Non, moi, je pense que c'est, en tout cas, c'est une idée. Moi, c'est vrai que j'en avais parlé. Je m'étais même proposé pour les faire. Bon, je me suis vite rendu compte que j'avais pas le talent pour monter de telles vidéos. Mais je sais que chez les Patriotes, on a 2-3 personnes qui sont assez talentueuses. Et je pense que ça peut se trouver assez facilement. On a assez de sympathisants ou d'adhérents pour trouver des gens capables de faire ce genre de travaux. Donc, la bonne nouvelle, je le répète, c'est qu'on aura de l'argent public qu'en 2022, par contre. Ça, il va falloir attendre un petit peu. Est-ce que tu penses que Macron peut dissoudre l'Assemblée ? Il n'a pas intérêt, parce que s'il dissolvait l'Assemblée maintenant, il risquerait d'avoir une Assemblée encore plus contrôlée. Ouais, encore pire. Encore pire. Or là, finalement, il n'a pas la majorité absolue, mais si tu rajoutes les 25 PS, les 60 LR, finalement, ou 50 LR, il se retrouve avec une majorité qui se trouvera au cas par cas. Bon, ça ne lui plaît pas du tout, mais n'empêche qu'il peut gouverner comme ça. Donc moi, je pense plutôt qu'il va gouverner comme ça. Après, il peut même passer la retraite à 65 ans, hein, parce que en fait, les gens disent non, avec le RN et LFI, il n'y aura pas la retraite à 65 ans. Sauf que LR la veut, plus Macron la veut, donc et ça, c'est suffisant pour faire une majorité. D'ailleurs, ça serait intéressant qu'il l'attende. Et je pense qu'il va le faire parce que l'Union européenne va l'obliger à le faire. L'a demandé. Ils l'ont déjà demandé juste après les élections. Et en plus, tu te souviens que quand ils avaient levé des fonds lors de la crise sanitaire, une des demandes de l'Union européenne, c'est on vous donne de l'argent sous condition de faire la réforme des retraites. C'est vrai. Une réforme qui était déjà, je crois, je ne sais pas de bêtises, demandée à la France en 2017, qu'on avait repoussée. Ouais. François Hollande. Oui, parce que François Hollande disait en off que c'était une mesure impossible à faire passer et il n'était pas si courageux. Macron, donc là, il va le faire. Ça serait intéressant de voir comment le RN, justement, va se mobiliser. Est-ce qu'ils vont aller dans la rue? Est-ce qu'ils vont se bouger? Parce que non, ça c'est, ils veulent pas aller dans la rue. C'est sale pour eux. Ouais, puis ils craignent. Enfin, ils ont pas. C'est pas facile de gérer. Hein. Les patriotes l'ont bien géré et ont fait de bonnes manifestations sans aucun débordement, mais c'est pas simple. Ils ont peur, je pense, d'aller dans la rue. C'est pas leur style et donc ils vont pas le faire, quoi, à mon avis. Ils vont essayer de se battre à l'Assemblée. On va voir qu'ils pourront pas s'opposer si Macron a envie de le faire. Et je vois pas ce qui l'empêcherait. Parce qu'en plus, il y a un certain, comme Emmanuel Todt le disait, un certain sadisme des élites qui adorent faire mal au peuple. Oui. Très clairement. Et LR, ils pensent que c'est bien de faire la réforme de retraite, c'est quelque chose de bien. C'est raisonnable, entre guillemets, raisonnable. En fait, ce qu'ils appellent raisonnable, c'est conformiste. C'est finalement, on peut le traduire à chaque fois par conformiste, et ils pensent qu'il faut être raisonnable et le faire. Moi, je pense qu'ils vont le tenter, quoi. Très clairement. Très clairement. Ça serait quand même une grosse défaite pour le RN de ne pas être capable, eux qui se disent opposition, de ne pas être capable de faire flancher le gouvernement. Surtout que c'est là. Ni le RN, ni la LFI, d'ailleurs. Oui,
Non, mais ça serait intéressant de voir, justement, parce que eux qui se disent d'opposition, et ils n'arrêtent pas de nous dire qu'avec eux, ça va changer. Mm. Ça serait intéressant de voir, surtout que c'est la réforme qui arrive bientôt, parce que c'est la première réforme que Macron veut mener absolument. C'est clair. Et en fait, Macron, finalement, il est mal, mais il n'est pas si mal que ça, parce que PS et Europe Écologie Les Verts, 50 personnes, Oui, oui. LR, 50 personnes. À chaque fois, il peut jouer sur l'un et sur l'autre pour avoir la majorité. Et à contrario, la motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement, eh ben, il faut que tu aies tout le RN, tout le LFI, tout le Parti communiste. Allez, c'est possible. Mais il faut aussi avoir à peu près la moitié des LR, des partis socialistes et d'Europe Écologie Les Verts. Et là, c'est plus difficile, quoi. D'ailleurs, l'embrouille a déjà commencé parce qu'on a vu Fabien Roussel hier, c'est hier, qui nous indique que Macron lui a demandé de faire comme un gouvernement national et il a dit qu'il pourrait rentrer dans ce gouvernement-là. Bon, déjà, Roussel se vend. On avait déjà vu lors de la présidentielle qu'il avait trahi. Là, il se trahit encore plus pour un communiste. Enfin, soi-disant. Il s'était trahi sur quoi pour toi, la présidentielle? Alors, la présidentielle, ben justement, au moment où je le dis, je ne me rappelle pas, il s'était trahi sur. Parce que Roussel, moi, au tout début, il m'avait plu. J'aimais bien son ton. J'aimais beaucoup ce qu'il disait. Et je ne sais plus sur quel thème, à la toute fin, sur la guerre en Ukraine, ou je crois que c'est sur la guerre en Ukraine. Où là, finalement, il rampe. Finalement, il donne tous les gages, finalement. Au système et c'est là où on voit finalement que c'est un. Alors c'est vrai qu'il avait eu des positions assez claires sur le nucléaire, un peu plus claires que sur la laïcité, avec la très très bonne communication. Je ne sais pas qui était son community manager sur Twitter et sur Facebook, mais c'était très de la bonne communication, très claire. Oui, il avait été assez bon là-dessus. Après, c'est vrai que ça fait qu'une toute petite partie des sujets, mais au moins il s'était un peu éloigné de la gauche sur cette petite partie des sujets. Et d'ailleurs, il est déjà en embrouille avec Mélenchon, parce que sur le nucléaire, lui, Roussel, il ne veut pas en sortir. Mélenchon dit qu'il veut en sortir. Il faudra déjà qu'il explique aux Français comment il compte sortir du parc nucléaire aux Français. Et puis, parce que eux, ils font la promesse aux gens qu'ils paieront moins cher leur facture d'électricité. En même temps, ils vous disent qu'on sort du nucléaire. Il faudrait qu'on m'explique comment cela est possible. C'est un raisonnement de zinzin. C'est là où il faut. Non, mais c'est impossible. Il faut comprendre que les Français, qu'on se fout de leur gueule. Mélenchon et les écologistes se foutent de leur gueule. Parce que si vous mettez que des éoliennes et des panneaux solaires, bah, quand il y a du vent et du soleil, vous avez un peu d'électricité. Et alors, imaginons que vous en mettiez partout. Vous avez assez d'électricité. Et par contre, quand il n'y a pas de vent et de soleil, bah là, vous n'avez plus rien. Ou alors, il faut prendre du gaz et du charbon. Donc, super. On passe d'une énergie sans CO2 pas chère à une énergie qui va être un peu plus chère et qui va être surtout avec plein de CO2 et plein d'importations. D'un côté, on embauche des gens dans les centrales nucléaires. Je crois que chaque centrale nucléaire, il y a à peu près 2000 personnes qui travaillent. Voilà, on embauche des gens et il y a plein d'emplois là-dessus bien payés. Et de l'autre côté, en plus, on achète des éoliennes à l'étranger, des panneaux solaires à l'étranger et du pétrole, du charbon, du gaz à l'étranger. Génial, quoi, tu vois. Vraiment. Et Mélenchon se fout de la gueule du monde quand il explique qu'il va y arriver. C'est juste ridicule, quoi. D'ailleurs, on se demande comment les gens qui sont écolos peuvent voter pour ça, quoi. Je veux dire, c'est un scandale et c'est là où on voit qu'il y a une baisse du niveau intellectuel français. Peut-être à cause de la psychose qu'il y a, les gens n'arrivent plus à réfléchir, ils ont trop peur et il faut qu'ils se calment parce que là, ça devient n'importe quoi. Oui, parce qu'en plus, là, on a vu, donc l'Allemagne a annoncé qu'ils allaient rouvrir 15 centrales à charbon, 15. Les autres pays européens aussi, parce que tu as pu voir que Poutine a enfin fermé les vannes. Ouais, c'est ça. Ça y est, le grand renversement va bientôt commencer, parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas du tout de ce qui va leur arriver. C'est clair que Poutine, jusqu'à maintenant, était très calme. Oui. La Russie a toujours été un fournisseur très fiable d'énergie, même quand ils étaient, même pendant la guerre froide, même pendant la crise des missiles de Cuba. Ils ont toujours fourni l'énergie. Sauf que là, les types de l'Union européenne, c'est-à-dire nos gouvernements, n'arrêtent pas de dire ouais, on a envie de s'en passer, on a envie qu'ils puissent nous en vendre. Et là, je pense que Poutine en a marre. En plus, on lui balance des armes, des canons César qui vont mitrailler derrière la population civile de Donetsk, qui est une ville russophone, hein, et qui est bombardée directement où ils tuent des civils, ils tuent des Russes aussi. Donc, ils en ont ras-le-bol, quoi, de tout ça. Et effectivement, s'ils commencent à fermer les vannes du gaz, c'est quand même la cata.
Les Français n'ont pas compris du tout l'ampleur du problème parce que les médias n'expliquent plus rien, les politiques n'expliquent plus rien. Mais là, j'ai fait le point ce matin, j'ai regardé, le gaz en Europe coûte 6 fois plus cher que le gaz aux États-Unis. Voilà. Donc ça veut dire que nous, on va payer des fortunes pour se chauffer, ça va être terrible, des fortunes pour l'industrie, parce que le gaz sert dans plein d'industries, et ce qui veut dire qu'on va avoir plein de pertes d'emplois dans l'industrie française et européenne en général, qui vont partir aux États-Unis ou en Russie, ou en Asie, parce que là-bas, c'est moins cher de produire là-bas. Donc, c'est un suicide économique. Et d'ailleurs, face à cette crise économique et financière, je ne sais pas ce que va pouvoir faire Macron et comment va se comporter cette coalition et comment ils vont pouvoir gérer ça. Parce qu'on a une crise économique qui est en train de se dérouler sous nos yeux, puisque les gens, avec l'inflation, perdent du pouvoir d'achat, consomment moins. Ça amène une récession. En plus, comme ça dure depuis longtemps, cette inflation, la Banque centrale va monter les taux d'intérêt, récession plus taux d'intérêt élevé, ça veut dire que l'immobilier va être compliqué à acheter, il va baisser, parce que ça sera beaucoup plus compliqué d'acheter avec des emprunts qui vont être à 2-3% qu'avec 0 ou 1%. Les marchés financiers vont baisser, donc ça va rajouter à la crise économique. Et puis fondamentalement, maintenant qu'on produit plus grand-chose, et de moins en moins, on va encore produire moins, et qu'on a des taux élevés, je ne vois pas comment on va avoir un nouveau modèle de croissance. Pendant les 5 années à venir, on verra, mais ça ne va pas être simple d'avoir de la croissance en Europe, puisque un des moteurs, c'était la hausse du prix de l'immobilier et de la bourse. Et la bourse qui était de l'argent facile, ces paradis artificiels qu'on n'a plus. Donc comment on va avoir de la croissance en Europe et aux États-Unis? Je ne vois pas. Et donc, qu'est-ce que ça va donner dans ce contexte-là? C'est inflammable politiquement, quoi. Ah oui, et puis quand on a la chance d'avoir un ministre de l'économie comme Bruno Le Maire, on peut être rassuré et dormir sur ses deux oreilles, parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il prend une décision, il plante un petit peu plus l'économie du pays. D'ailleurs, il a donné une interview très intéressante où il dit que l'argent magique, c'est fini. Ouais. Donc déjà, il dit aux gens, parce qu'ils avaient annoncé plein de chèques, parce que là, les seules solutions économiques, c'est soit ils bloquent les prix. En plus, on le sait depuis des années que bloquer les prix, il ne faut jamais faire ça. Je prends un exemple en Amérique latine, qui, eux, subissent généralement et assez souvent des inflations. Eux ne bloquent jamais les prix. Pourquoi? Parce que quand vous bloquez, très rarement. Pourquoi? Parce que quand vous bloquez le prix, le problème, c'est que le prix réel continue à grimper et quand vous débloquez, vous prenez, vous prenez un surplus direct, donc ça fait encore plus mal. Et surtout, il annonce un petit peu la couleur en disant que l'argent magique, c'est fini, donc il ne compte pas donner de l'argent aux gens. Bon, mais je ne vois pas comment il pourrait pas. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Parce que les Français, ce qu'ils ne comprennent pas, tu vois, c'est qu'on est dans un système économique qui marche sur la tête depuis 10 ans. C'est-à-dire depuis 10 ans, le système aurait dû être changé par les élites. Elles refusent, elles s'entêtent. Oui. Parce que c'est hyper libéral d'un côté, le marché, le grand mât du marché mondial, la concurrence des ouvriers français avec les ouvriers chinois, qui sont beaucoup moins payés. Et de l'autre côté, les hausses de salaire sont faites principalement par de l'argent public. C'est-à-dire qu'on oublie un truc, les smicards, ils touchent la prime pour l'emploi qui est au-dessus de 100 euros. Donc, il y a 10%, pratiquement 7 à 10% de l'argent que touche un smicard qui est payé directement par l'État. Non seulement tu n'as plus de charges quasiment au niveau du SMIC, on est à 10% de charges ou quelque chose comme ça. Donc, eux ne payent plus de charges sociales, ils ne cotisent plus socialement pour leur santé, leur retraite, c'est l'État qui cotise à leur place. Donc déjà, il y a un énorme cadeau. Mais là, maintenant, c'est l'État qui paye une partie des salaires. Et là, avec tous les cadeaux qu'il y a, l'État va payer de plus en plus de salaires, quoi. Jusqu'au moment où l'État va imploser sur le surendettement, que les autres pays ne nous feront plus confiance dans le monde entier, ni à la France, ni à tous les pays de l'Union européenne qui sont à peu près dans le même cas, et qu'on aura des problèmes. Là, ce que les Français ne comprennent pas, c'est que là, pour le moment, ça va être un peu dur, mais en fait, ce qui nous attend, c'est un peu une situation à la libanaise si on continue, quoi. Oui. Pendant 10 ans. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Liban? En fait, finalement, ils importaient beaucoup trop par rapport à ce qu'ils exportaient et la monnaie a explosé en vol. Elle a divisé par 10 avec les problèmes qui sont enchaînés. Et comme ils importaient tout, eh bien, les prix ont été multipliés par 10 pour les gens dans la vie quotidienne, quoi, puisque les Libanais ne produisaient pratiquement plus rien sur place.
Voilà ce qui pourrait nous attendre dans 10 ans si on continue à faire n'importe quoi, à voter n'importe comment et à laisser le pays se vider de sa production et puis avec, aux mains de Bruno Le Maire et compagnie, quoi. Ou même du RN. Est-ce que finalement, ça serait pas une bonne nouvelle que l'euro saute? Parce que si l'euro saute, je parle de la monnaie, évidemment, bah, l'Union européenne aussi avec. Oui, mais l'euro, il sautera au dernier moment. Au moment, ça sera la catastrophe absolue. Oui. Moi, je pense, oui. Ouais, si l'euro saute, ça veut dire que vraiment, ça sera la catastrophe économique en France. Et en plus, comme tu n'as pas des gens capables de te tenir, ça va encore plus, le problème va encore plus se multiplier, quoi. Non, parce que le problème qu'on a, c'est que les Français enfin, ils votent pour des idiots, parce que au niveau politique, on a des gens qui sont totalement incompétents, des élites qui sont incapables. Il y a un certain nombre de gens qui ont d'ailleurs un raisonnement pervers en disant ouais, mais ils font exprès. Ils font exprès d'avoir des mauvais résultats, comme ça ils vont faire de la pénurie et donc ils vont nous tenir avec un carnet de chèques, avec des passeports alimentaires, etc. Moi, je ne pense pas du tout. D'ailleurs, si tu regardes, ils n'ont pas fait exprès de perdre les élections, là, Macron. Oui. Oui, oui, mais ils ont réussi à les perdre par leur incompétence, par un faux feu, parce qu'ils ont mal géré l'entre-deux tours, et donc ils ont fini par les perdre. Et là, c'est de l'incompétence, quoi, je veux dire, très clairement. Ils n'ont pas fait exprès de perdre les élections. D'ailleurs, bizarrement, depuis 2-3 jours, les médias relancent le Covid, hein. Les cas remontent. C'est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas non plus craindre un écran de fumée qui vont nous envoyer avec le Covid pour masquer toutes les erreurs et la crise économique qui arrive? Moi, je pense que ça sera hyper dur de faire remettre aux gens les masques, maintenant qu'ils ont arrêté pendant 4 mois et qu'ils en ont eu pendant 2 ans. Et pourtant, ils en parlent, hein. Aujourd'hui est sorti plusieurs articles, que ce soit dans Le Monde, dans 20 minutes, où ils parlent de remettre le masque dans les transports. Ouais. S'ils essayent de le faire, ça va être extrêmement compliqué, ça va beaucoup énerver les gens. Moi, je suis persuadé. Une Ah partie de oui? la population. Je ne sais pas ce que tu en Ah, penses. Et la vaccination, ça va être extrêmement compliqué à remettre en route. Parce que les gens sont un peu parlés. Il y a une part. Parce que le problème, c'est que, si tu veux, la vaccination, il faut entraîner la majorité à se faire vacciner. Puis après, la oui. majorité dit aux autres, bon, bah nous, on s'est vacciné, on a fait le boulot, donc il faut que vous vous fassiez vacciner, pour caricaturer. Là, le problème, c'est que si tu as moins de la majorité qui se fait vacciner, c'est le gouvernement qui risque de se prendre, tu vois, et qui veut forcer les gens et que les gens sont en majorité à ne pas se faire vacciner. Il y en a 60% qui ne prennent pas la quatrième dose. C'est extrêmement dangereux, hein. Et puis avec la létalité très faible de Omicron, du BA4, du BA5, des dérivés de Omicron, enfin, ça paraît très très difficile à faire passer, quoi. Moi, j'y crois moyen, quoi. Voilà. Toi, tu y crois plutôt. Bah, c'est que les Français me donnent toujours raison, quoi. Ils, ils montrent une telle docilité et surtout ils croient tellement ce qu'on leur raconte que si on leur recrée une sorte de narratif, attention, on va tous mourir ou c'est la fin du monde, ils sont quand même capables de le croire. Après, tu vois, juste une chose, il y aura une différence par rapport à la période précédente, ce qui ne veut pas dire que tu as tort du tout, c'est que tu auras LFI et Marine Le Pen qui auront des gros temps de parole et à l'Assemblée et dans les médias pour jouer le contre. C'est vrai. Est-ce qu'ils joueront contre ou est-ce qu'ils accompagneront le gouvernement? J'en ai pas d'idée, quoi. Bah, dans leur discours, ils disent que non. Donc après, bon, ils peuvent se trahir encore une fois, mais en tout cas, ils ont dit qu'avec eux, il n'y aurait plus de passe sanitaire. C'est ce que le RN a dit il y a 2 jours. Hum. Donc c'est un communiqué officiel. Donc le RN dit qu'avec eux, il y aura pas le pass. Et chez LFI, c'est la même chose. Donc, et hier, un amendement a été déposé pour réintégrer les 15 000 soignants qui ont été suspendus, ainsi que les pompiers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va voir s'il va passer. Ce sera déjà un premier baptême du feu de voir s'ils sont capables de faire passer ce genre d'amendement. C'est clair qu'ils ont intérêt à mettre la polémique là-dessus et à montrer aux Français qu'il y a eu un problème, une injustice énorme, parce que maintenant ils ont le temps de parole et à l'Assemblée devant tout le monde, parce qu'ils auront beaucoup plus de temps de parole et du temps de parole dans les médias pour mettre en exergue ces choses-là. Donc ils peuvent enrayer le système s'ils en ont envie. J'espère qu'ils vont le faire, quoi, vraiment. Après, ce qui va changer la donne comparé à la première crise sanitaire, c'est que je pense que les prix qui explosent, en fait, les dégâts économiques vont être tellement importants que les gens, ça sera là, c'est la première préoccupation des gens.
Et je pense que même si on raconte un autre narratif, ils vont être tellement pris à la gorge. L'essence est encore plus chère, hein, ça vient encore de grimper. Les prix dans les supermarchés aussi, le gaz, tout augmente. Et je pense que ça va être compliqué de leur faire avaler un nouveau narratif sur le Covid ou sur autre chose. D'ailleurs, ils peuvent inventer ou trouver, ils peuvent nous trouver n'importe où. Je pense que ça aussi, je pense que c'est le réel qui va rattraper ce narratif s'ils veulent le mettre en place. Et toi qui vois plus de gens que moi des milieux populaires et classe moyenne, par ta situation professionnelle notamment, est-ce que, et des jeunes en plus qui commencent, donc c'est souvent, on n'a pas les plus gros salaires quand on commence, est-ce que tu vois vraiment que les gens, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu entends de ces gens? Déjà, moi, ayant une entreprise, je note une baisse. Une baisse. Je ne suis pas le seul parce que je travaille, j'ai des contrats avec différentes entreprises sur la région nantaise. On a tous un cahier de commande qui est compliqué à remplir en ce moment, parce que je pense que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, la flambée des prix n'est pas du tout intéressante. Et le retour que j'ai, c'est que tout le monde souffre un petit peu, tout le monde fait attention. C'est surtout que les gens sont complètement perdus. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ah bon? Les particuliers et tout, oui. Eh ben, ils ont du mal à comprendre. Alors certains vont te répondre que c'est à cause de la guerre en Ukraine, alors que c'est faux. Les prix, l'inflation était déjà là avant et les prix commençaient avant. Donc ça, faut arrêter. Mais bon. On a 5% d'inflation aux États-Unis depuis avril 2021, donc depuis 14 mois, quoi. C'est quand même. Oui, et puis on est à 8% d'inflation dans l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Donc, et elle a commencé bien avant, effectivement. Oui, et la crise énergétique aussi. Ça aussi, il faut le dire. Même si évidemment, refuser le pétrole et le gaz russe est une folie vraiment totale. Non, moi je trouve les gens plutôt pessimistes. Ils font attention. Ils vont réduire toutes les dépenses inutiles. En gros, enfin, dit inutiles dans le sens tous les petits plaisirs. Alors, déjà, beaucoup de Français avaient diminué les plaisirs de la vie entre guillemets. Là, ça va être le cas. Moi, j'ai un ami client. Elle me dit, par exemple, j'ai une amie, elle a une autre amie qu'elle invite chez elle, bah, elle vient beaucoup moins souvent parce qu'elle a 20 km à faire ou 30 km et qu'elle n'en peut plus au niveau de l'essence. Oui. Bah, moi qui me déplace au domicile de mes clients tous les jours, je suis le premier à réduire quand j'ai des trajets ou quand je dois aller, je ne sais pas, faire une chose, à ne pas, justement, à réduire ou même à carrément décider. Je préfère rester chez moi que de faire 15-20 minutes de route parce que j'ai déjà un budget essence par semaine qui est énorme, qui est bien supérieur à la moyenne par rapport à mon activité. Donc oui, je pense que la plupart des gens sont en train de réduire. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille pour un gros cinéma sur Nantes et eux, ils ont une baisse de fréquentation de 30%. Non, c'est important, c'est important. Et j'ai été moi-même au cinéma, et c'était la première fois depuis 2 ans, parce que j'avais pas ni le pass, et puis je voulais pas mettre le masque pour voir pendant 2 heures enfermé avec un masque. Et j'ai pu constater qu'il n'y avait personne. Je parle pour un gros film qui est sorti récemment, je peux le dire, c'était Top Gun. Donc j'ai été voir Top Gun, et j'ai été bien seul dans la salle. Et j'ai été un samedi. La question, c'est est-ce que les gens vont accepter d'avoir une baisse, grosso modo, de 3% de leur pouvoir d'achat, ou est-ce qu'ils vont, parce que les entreprises ne veulent pas offrir pour le moment de hausse de salaire, ou est-ce qu'ils vont faire des grèves en masse à partir qui vont s'enclencher, tu vois, et comme des dominos s'enclencher, puis tout le monde va faire grève en septembre. Vraiment, ça va être intéressant à voir, quoi. Moi, je pense que sur les grèves, déjà qu'il y a plusieurs mouvements sociaux qui sont annoncés pour septembre. Surtout qu'on le voit, tu as l'hôpital public qui craque de partout. Notamment, je pense qu'il y aura des mouvements sociaux importants. Après, les Français, ça fait comme 30 ans où leur pouvoir d'achat diminue d'année en année, donc ils résistent. Mais après, je ne sais pas quand on va attendre ce point de bascule où vraiment ils vont plus pouvoir, parce qu'à un moment donné, se limiter tous ces plaisirs de la vie quotidienne, d'accord, mais à un moment donné, tu vas arriver à un seuil où ça serait plus possible d'aller encore plus bas. Donc, c'est vrai que c'est là où il y a l'incompétence de nos élites et de nos gouvernements successifs, c'est qu'en fait, ils ont paupérisé complètement les Français, quoi. Oui. Voilà, clairement, on a une baisse du pouvoir d'achat qui dure depuis longtemps, qui n'est pas dans les chiffres de l'INSEE
parce que les chiffres d'inflation sont très contestables de l'INSEE et sans doute d'autres chiffres. Donc, c'est un vrai problème, quoi, effectivement. Et puis, en plus, tu vas avoir la hausse des prix de l'immobilier, là, avec l'indice des coûts de la construction qui monte, tous les loyers vont monter. Donc, effectivement, les gens vont être plus le chauffage qui va augmenter aussi, l'électricité. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire, quoi. Ben On ne se moi, rend pas compte que c'est sans retour, ça ne va jamais s'arrêter, quoi. ah oui, oui. Mais ce que j'ai pu aussi constater, c'est que la classe moyenne haute, celle qui gagne mieux sa vie, même elle qui, encore il n'y a pas si longtemps, faisait attention, mais vivait plutôt correctement, elle se met aussi à regarder, à faire très, très attention. Très attention. Je parlais avec quelqu'un qui travaille dans un supermarché et il m'expliquait qu'à partir ce qui était très intéressant, il m'expliquait quand il regardait les calis des gens, pour Ouais. passer le 10 du mois, les calis étaient beaucoup moins remplis et les gens faisaient plus de petites courses. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Jusque quand les Français vont tenir, c'est toute la Et question. ça, c'est effrayant. C'est Ouais. effrayant. Ah, mais Et de toute façon, pourtant, moi ils je votent pense pour. Ils votent fondamentalement, il pour y a tout qui est en place pour un effondrement. ah oui, oui. Là, on va payer le fait qu'économiquement, on n'a plus de production. Et c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi, par exemple, les pays où il y a de la production comme la Chine, l'inflation augmente très faiblement. C'est dans les pays où il n'y a pas de production comme la France, les États-Unis, l'Europe en général, qu'il y a des très forts taux d'inflation. Et c'est en fait juste un appauvrissement. C'est la marque de l'appauvrissement du pays et les gens peuvent moins s'acheter de choses. Donc il y a cette crise économique. Il y a une crise financière qui nous pend au nez puisque le prix de l'immobilier n'a aucun sens par rapport au niveau de vie des Français. Quand tu vois qu'à Paris, pour acheter 50 mètres carrés, il te faut 750 000 euros, bon, tu comprends bien que c'est quand même injouable pour les jeunes. Les jeunes n'auront plus accès à la propriété immobilière dans les grandes villes, c'est quasiment terminé, à part avoir un héritage qui leur permet de l'acheter, en une partie. Tu as l'effondrement donc, économique, financier, tu as l'effondrement sur l'insécurité, avec, on voit des rappeurs qui s'amusent à faire des clips, avec hier, avec un policier Mort. tué, mort à côté. Ce qui rejoint d'ailleurs un sens de la provocation qui rejoint ce qui s'est passé au Stade de France, où devant les yeux du monde entier, ils agressent des touristes, ils volent, ils agressent sexuellement des femmes, etc. Ça a été odieux ce qui s'est passé, ça a été traumatisant ce qui s'est passé selon les touristes espagnols et anglais qui étaient là. Effondrement sur l'insécurité, effondrement sur l'assimilation, effondrement intellectuel, moi je trouve aussi, parce que au niveau de nos élites, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, il n'y a plus aucun sujet intéressant qui sort, c'est toujours traité de manière pas intelligente, donc il y a un effondrement intellectuel. Donc tout ça est le truc pour une tempête parfaite qui sera peut-être violente et courte ou alors puissante et longue, mais je ne vois pas comment on va s'en sortir, quoi. Voilà. On peut s'en sortir que par le retour de la souveraineté, mais il faut que les Français se bougent. Et quand est-ce qu'ils vont arrêter de se cacher? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de se dire, bon, c'est pas grave, je vais accepter une baisse de pouvoir d'achat, restons dans l'Union européenne, ça vaut le coup de perdre son pouvoir d'achat, ça vaut le coup d'avoir plein d'immigration en restant de l'Union européenne, ça vaut le coup d'avoir des recettes fiscales de l'État qui baissent parce que les grosses boîtes font de l'évasion fiscale et puis c'est moi qui paye à la place. Je ne sais pas quand les Français vont dire stop, quoi. Voilà. Ben, ça fait des années que j'attends que les Français vont se réveiller et qu'ils se révoltent. Malheureusement, à chaque fois, en fait, c'est de plus en plus grave, on tombe encore un peu plus et finalement, ça continue. Même si là, j'ai vraiment l'impression que nos élites arrivent face à un mur et que ça va être très compliqué pour eux. Très compliqué. Parce qu'en plus, comme tu le dis, il y a un effondrement intellectuel de nos élites. Ils sont vraiment bêtes, il faut le dire. Et du coup, ils n'ont plus les moyens intellectuels de trouver des solutions pour nous sortir du marasme. Et en plus, comme ils sont aveuglés par un européisme totalement délirant, ils vont aller droit dans le mur. Et malheureusement, ils vont nous y emmener avec. Moi, par contre, s'il y a vraiment une crise sociale et que ça s'emballe, je vois plutôt une crise longue. Longue parce que, entre-temps, ils ont fracturé toute la société française. C'est sûr. Et on aurait eu une société avec des problèmes, mais qui gardait une sorte d'union. Ça pourrait être court, parce que généralement, les pays qui ont subi des crises énormes se sont relevés vite, parce qu'il y avait une union. Je parle dans les années 80, il y a le Japon qui a connu une crise énorme. Ils se sont relevés très très vite, parce que c'est un pays qui a su marcher ensemble. Il y a le Canada qui avait fait un défaut de paiement. La Suède aussi qui avait fait faillite.
Mais c'était des pays qui n'avaient pas leur population fracturée dans tous les sens et qui avaient pu, comme un seul homme, remonter finalement assez vite. Ils avaient mis 10 ans à peu près en moyenne, voire un peu moins. Mais ça va même encore plus vite. Tu vois, par exemple, l'Argentine qui a le même problème que la France, qui était dans Oui, l'euro argentin, c'était le fait que la monnaie argentine était liée au dollar. Donc, c'était comme s'ils étaient dans une économie sous dollar. oui. C'était beaucoup trop cher pour eux. Eux, ils ne pouvaient pas tenir dans une économie avec une monnaie aussi forte. Et donc, ils se sont effondrés progressivement. En 2001, ils sortent de leur lien avec le dollar. Immédiatement, tu as eu un énorme rebond économique. Bon, après, ils ont d'autres problèmes structurels, ils sont réenfoncés 10 ans plus tard. Mais non, ça va vite, quoi, de rebondir. Mais il faut que les Français décident de se bouger et arrêtent d'avoir peur, arrêtent de croire que leurs élites sont intelligentes alors qu'elles les mettent sur la paille, qu'elles ruinent la France, qu'elles ont laissé tous délocaliser, l'insécurité, l'immigration massive partout qui pose des problèmes. Il faut que les Français aient du courage, quoi. Ce qu'il ne faut pas aussi attendre, parce que Macron a fait une déclaration il y a, je crois que c'était lors de son déplacement en Ukraine, où il dit qu'on est rentré dans une crise économique de guerre. Oui. Ce qui aussi implique généralement peut-être de ponctionner ou de mettre la main sur les comptes des gens. J'ai vu qu'en Espagne, moi j'ai vécu plus de 10 ans en Espagne, ils ont fait passer une loi récemment, il y a quelques jours, où une loi qui permet au gouvernement espagnol de directement aller prendre sur les comptes des Espagnols sans leur demander leur avis en cas Ah de bon. crise, de crise financière. Oui. D'accord. Alors, il y a la même loi en France, en dessous Oui, de 100 000 euros, au-dessus de 100 000 euros pour renflouer la banque si la banque fait faillite. C'est une loi directive européenne BRRD qui est passée et qui a été transposée automatiquement en droit français. c'était Euh, la loi Sapin, si je ne dis pas de bêtises. non, c'est loi. Non? Alors, je ne sais pas où, donc, comment elle s'est renommée Oui. là-dessus. Et il y a aussi une loi Sapin, en tout cas, moi j'en connais une autre sur l'assurance vie, qui fait qu'on peut vous bloquer les retraits d'assurance vie et vous interdire de les retirer, parce que avec la hausse des taux, ça peut être très compliqué pour les assureurs vie d'arriver à gérer leur magot d'assurance vie. Ils pourraient avoir de très très gros problèmes, en fait. Alors qu'en France, on est un pays champion du monde hein, sur les assurances vie. Les 1000 Français. 1500 milliards d'euros, ouais. 70% Oui. du PIB en épargne d'assurance vie, c'est le plus gros instrument d'épargne. Donc on a ça, effectivement. Et d'ailleurs, juste pour finir sur l'Espagne, j'ai lu hier un article espagnol qui expliquait que l'Union européenne avait envoyé un avis à l'Espagne en disant maintenant il faut faire des économies, il faut faire de l'austérité. Donc faire de Encore. l'austérité. Voilà. Encore. Donc, on repart, l'article c'était un peu, on repart comme en 2012 Mm. avec de nouveau une crise d'austérité en Espagne. Bon, j'espère que ça ne va pas se passer parce que ça serait vraiment catastrophique encore pour l'économie européenne et ça serait d'une violence. Ça va être le carnage, quoi, si c'est ça. Et c'est Surtout que vrai je rappelle que. qu'on a oublié un truc, c'est l'effondrement des services publics. Les gens ne vont Oui, plus pouvoir se faire soigner. Enfin, les OK boomers qui votent Macron, en fait, ils votent pour plus pouvoir se faire soigner, quoi, tout simplement. Parce que l'hôpital est en train dans la déchéance la plus totale. Les gens ne veulent plus y aller. Les soignants, il y en a beaucoup plus qui partent qui arrivent. Et c'est quasiment, il faut un énorme choc pour le redresser, l'hôpital. Et c'est partout pour plein de services publics. on le voit, il y a eu une histoire. C'est un enfant qu'il fallait. Ses parents l'emmènent aux urgences. Impossible, tout est fermé. Ils ont mis des dizaines et des dizaines d'heures avant d'être pris en charge et l'enfant est passé à quelques minutes de la mort. Donc tous les services publics s'effondrent. Il n'y Ah a oui, plus rien. mais il est arrivé la même chose à ma chiropracteur que je suis allé voir lundi. Elle m'a dit, mon fils, ce week-end, était aux urgences avec une appendicite. Ils l'ont tellement fait traîner pendant 10-12 heures que finalement, ça a été un début de péritonite. Et peut-être qu'il a été sauvé grâce à un chirurgien qui a dit, non, mais arrêtez les conneries. Là, il faut prendre ce gamin tout de suite parce qu'en fait, il avait un début de péritonite. Et donc, le gamin, il y passait peut-être 5 heures plus tard ou 10 heures plus tard, quoi. Tu vois, s'il n'avait pas été opéré au début de la nuit. Voilà. Donc voilà où on en est. On va avoir des drames. On va avoir du sang sur les murs. Il faut vraiment se bouger, se remonter les manches. Voilà. Et les seuls qui ont la solution, c'est l'Alliance souverainiste, quoi. Donc que l'Alliance souverainiste fasse un vrai parti et qu'on entraîne un vrai enthousiasme derrière ça. Tu penses que ça serait bien, justement, tu parles d'un vrai parti. C'est aussi mon idée. Est-ce qu'il ne serait pas bien de se regrouper sous une seule bannière? Oui, moi je pense que ça serait bien. Ça montrerait aux Français qu'il n'y a pas de calcul d'ego, rien, Mm. que tout le monde est d'accord pour se fondre dans un groupe.
Ça rendrait le fonctionnement mieux, plus intéressant avec plusieurs leaders. Plus intéressant parce qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui réfléchiraient, parce qu'en fait, que les Français comprennent. Des gens comme Philippot, Dupont-Moignan sont des gens très intelligents, mais ils ont besoin aussi d'équipes en soutien, qui travaillent les dossiers, qui leur donnent des notes, qui leur proposent des idées, et qu'eux vont trier derrière, vont prendre ou pas prendre, vont discuter, quoi. Voilà. Et donc, il y a besoin de ce travail de fond, le travail dont tu me parlais de proposition, par exemple, de faire des petits messages de 2 minutes pour expliquer la position sur l'agriculture pour passer à de l'agriculture biologique sans que ça augmente les prix pour les Français. Il y a des méthodes sur l'énergie, sur l'écologie. Ben, tout ça, ça demande des moyens humains, financiers. Donc, le regroupement, je pense, ça serait une excellente idée. Puis, il y a des gens de talent dans tous ces partis. Ils feront profiter à tous les autres plutôt que de devoir répliquer le triple d'organisation pour ça. Oui, puis ça permettrait d'avoir, avec Charles Gallois, Florian, Nicolas, d'avoir 3 grosses personnalités qui peuvent passer dans les médias et relayer le message. Parce que là, c'est vrai que pendant les législatives, bah, finalement, il y avait certes une union, mais chacun avait ses couleurs, son petit message. Et ça aussi, ça peut troubler aussi, finalement, les gens. Exactement. Ah, mais non, ça trouble. Parce que nous, on est au courant, parce qu'on est, politisé, évidemment, mais est-ce que le grand public est au courant qu'il y a eu une alliance des 3 partis? Je pense que c'est plus compliqué à dire. Et je pense qu'avoir une bannière unique, d'une part, ça permettrait d'avoir plus de moyens financiers, de réunir toutes les personnes compétentes sous une seule bannière. Je pense que ça se discute. Je pense qu'ils en discutent. J'ai pas plus d'infos que ça, mais j'espère qu'ils en parlent entre eux. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des solutions, hein, qu'il y en ait un qui soit le chef de parti, l'autre tête de liste pour les européennes. Voilà, que chacun y trouve son compte et surtout qu'on puisse vraiment bien bosser, quoi, tous. Moi, je suis dans aucun parti, mais si ça se fait, j'irai à fond là-dedans, quoi. On pourrait très bien faire voter les militants directement et leur demander. Après, bon, le risque, c'est que chaque militant de chaque parti vote pour son candidat. Bon, après. Ce qui est pas simple, c'est dès que tu définis les règles du Congrès, tu vois, c'est comme l'ordre du jour d'une réunion, tu définis qui va gagner d'une certaine manière, quoi. Tu vois, donc, en plus, dans l'Alliance, je prends pour les Patriotes, c'est le plus gros parti des 2 autres, donc forcément, en termes de nombre, c'est compliqué. C'est le plus gros parti, et en même temps, Dupont-Aignan, c'est le seul qui a une voix qui va porter. Oui. C'est celui qui devrait avoir la voix qui porterait le plus naturellement, parce qu'il est député, et il a gardé son siège de député, et c'est le seul souverainiste de l'Assemblée. Donc voilà, il y a des avantages des 2 côtés. Mais surtout, j'en suis persuadé, on peut faire un carton aux européennes si on s'allie, quoi. On peut faire un très joli score, quoi. Non, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut arrêter d'être sur la défensive. Comme je disais, il faut créer un truc nouveau. Voilà. Il faut travailler, se remettre. Il ne faut pas attendre une crise pour qu'on bouge. Exactement. Par exemple, attention, ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire, c'est exceptionnel. On a repris la rue. C'était très, très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre. Il faut prendre les devants maintenant. Je n'ai pas d'infos, parce que là, je suis assez éloigné de Paris. Donc, je n'ai pas d'infos si ça parle ou si ça travaille. J'espère que ça parle et que ça travaille. En tout cas. À mon avis, là, c'est le repos après les législatives. Je pense que ça a été un vrai boulot. Ça a été dur et je pense qu'il y a un repos. Mais après, ça va discuter. Oui, effectivement, ils vont discuter de ça, quoi. Bah écoute, moi j'attends déjà Florian sur la chaîne. Il m'a promis un entretien. J'attends Charles Gallois aussi que je vais recevoir. Je pense que Dupont-Aignan, ça va être plus compliqué pour avoir un entretien. Mais Florian, je devrais l'avoir bientôt. Je devais l'avoir cette semaine. Mais écoute, j'espère l'avoir bientôt. Je lui demanderai si. En tout cas, lui, Florian, de ton côté, de ce que je peux savoir, est très ouvert à ça. Bon, ben écoute, dans ce cas-là, je pense qu'on a une bonne chance d'y arriver, quoi. Écoute, il faut espérer qu'on se mette d'accord. Je sais que Dupont-Aignan est aussi très ouvert à ça, quoi, très clairement. Donc, mais en plus, sincèrement, je pense que c'est dans l'intérêt des 3. Bien sûr. Oui, c'est dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Oui. Oui. Je pense que c'est dans l'intérêt des 3. Je pense que de l'ego, tu peux en avoir si tu es plus influent, beaucoup plus puissant, mais au niveau où on est nous, où sont les 3, finalement, je pense qu'une alliance ne va pas affaiblir un des 3 personnages. Au contraire, pourrait justement renforcer. Chacun va se renforcer, très clairement. Ah, oui, on peut même inviter François Asselineau à venir rejoindre. Bien sûr, François Asselineau, je doute qu'il vienne.
En tout cas, il sera le bienvenu. Après, Bien pour le sûr. moment, il ne veut pas, mais s'il veut rejoindre l'Alliance, sachant que derrière l'Alliance, c'est le Frexit, c'est-à-dire que c'est le mécanisme du Frexit, Oui, c'est-à-dire c'est une négociation avec l'Union européenne, au bout de quelques mois, référendum pour trancher si on reste dans l'Union européenne ou si on en sort. Donc c'est typiquement le mécanisme du Brexit qui est proposé, quoi. et d'ailleurs, il faut prendre exemple sur les Britanniques. On en parlait au début. Eux, ils ont su se rassembler. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à Ils ont fait. su se rassembler et ils ont gagné très largement. Très largement. C'est clair. Et je pense que s'il y avait un référendum sur l'Union européenne, je pense qu'il serait gagné assez largement Oui, par les gens qui veulent en je sortir. pense oui, on le gagnerait je pense qu'on pourrait gagner à 60%. Ouais. Surtout avec les retraites à 65 ans, ça devient vraiment trop antisocial pour que ça tienne, quoi. Oui. Hum, Mais écoute, ça sera le mot de la fin. Je vois que Pierre-Yves m'appelle. Alors, hum. pour être honnête, Pierre-Yves devait être avec nous aujourd'hui. Pierre-Yves a du retard, ça c'est pas très grave. Je vais lui répondre. Du coup, ça fera un autre entretien. Ça marche. Du coup, pour avoir son regard justement sur ce qui s'est passé dimanche. Philippe, je te remercie encore une fois Merci d'être venu beaucoup. aujourd'hui. Merci à toi. Et puis, écoute, j'espère que malgré tout ce qui arrive, qu'on ait des bonnes nouvelles dans le camp souverainiste. Exactement. Très bonne Allez, journée à toi. Au revoir. Bonne